À la croisée du journalisme et de la littérature protéiforme transhistorique, le true crime est un genre difficile à circonscrire qui présente des récits de longueur et de structures diverses sur différents médiums, mais dont le point commun est de présenter la narration d'affaires criminelles réelles, majoritairement de meurtres. La fascination pour ce genre n'a rien de nouveau. Dans True Crime, An American Anthology, Harold Sechtar démontre l'omniprésence de ces récits morbides dans la sphère médiatique et culturelle américaine en retraçant ces occurrences de 1651 à nos jours. Cette extraordinaire pérennité s'explique, selon le critique David Schmidt, qui considère le true crime comme un véritable phénix de la culture populaire, par la manière dont le genre s'est adapté aux époques, cristallisant les tensions sociales et les angoisses refoulées du moment et se transposant sur différents médiums afin d'attirer un public toujours plus large. Ainsi, si le true crime du 19e siècle s'incarne dans les Penny Dreadful et autres fascicules imprimés vendus à faible coût destinés principalement à la classe ouvrière, au XXe siècle, le genre se diversifie en acquérant progressivement une certaine légitimité littéraire et intellectuelle. Une nouvelle ère du true crime est inaugurée avec la publication de In Cold Blood de Truman Capote en 1966. La fortune du true crime connaît également un nouvel essor dans les années 70 et 80 qui voit naître, avec la montée en flèche de la criminalité aux États-Unis, une obsession grandissante pour les tueurs en série de Charles Manson à Jeffrey Dahmer. Si le genre se déploie depuis son origine sur un médium papier, à partir des années 80, le true crime investit largement le médium télévisuel. Avec la venue de Court TV aux États-Unis, chaîne de télévision lancée en 1991 qui diffuse des procès en direct des tribunaux, les images du judiciaire deviennent accessibles au plus grand nombre dans le confort de leur foyer. Dans les dernières années, l'intérêt pour le true crime, particulièrement aux États-Unis, ne se dément pas. En fait, l'intérêt est également présent ailleurs, en France notamment. Je pense à la création de Ceci n'est pas un fait divers chez Grasset ou à l'émission Faites entrer l'accusé qui est en ondes depuis 2000, mais je vais me cantonner ici au corpus et au public américain. Malgré la popularité indéniable des true crime télévisuels, en 2014, c'est le podcast Serial qui crée l'événement en posant les jalons de ce qui est perçu comme une nouvelle vague de frénésie populaire pour le genre. Dans Serial, Sarah Koenig, journaliste et productrice pour l'émission de radio This American Life, nous livre son enquête sur le meurtre d'une adolescente, Amy Lee, en 1999. À l'inverse des récits résolus et satisfaisants où le chaos initial provoqué par le crime est dissipé par la punition exemplaire du coupable, Serial reprend une affaire classée et se demande si un innocent croupi depuis 14 ans en prison, victime d'une enquête biaisée et bâclée. La journaliste diffusant sa contre-enquête en tant que quasi réelle oscille entre la culpabilité et l'innocence d'Adnan Syed et conclut qu'il lui est possible de trancher. Récit inachevé et méta-réflexif, Serial a généré une communauté de fans particulièrement actifs sur les blogs et les réseaux sociaux, particulièrement Reddit, qui ont repris l'enquête. True Crime participatif dont vous êtes le héros, Serial est rapidement devenu le podcast le plus téléchargé de tous les temps, comptabilisant selon les derniers recensements plus de 175 millions de téléchargements. L'année suivante, en 2015, Netflix annonce son propre true crime sérialisé, Making a Murderer, qui présente également une affaire classée où, pour reprendre la formule éculée, la réalité dépasse la fiction. Comme dans Serial et comme l'avait fait Errol Morris en 1988 avec The Thin Blue Line, documentaire à la fin satisfaisante, toutefois qui avait d'ailleurs mené à l'exonération de Randall Dale, le récit officiel est remis en question, la corruption et la falsification de preuves est suspectée, la vérité toujours impossible à reconstituer. 4 ans après Serial, l'intérêt pour les crimes irrésolus et les possibles erreurs judiciaires est à son apogée. Les true crimes se multiplient frénétiquement, soutenus par l'appétit insatiable des téléspectateurs, et le genre s'affirme comme infiniment rentable. À travers ces récits qui nous présentent de multiples versions contradictoires de l'événement criminel, nous laissant, comme aux membres du jury d'un procès, examiner les preuves et choisir le récit qui nous semble le plus plausible, distinguer les faits de leur fiction devient problématique. Le true crime contemporain évolue dans l'ère du soupçon. Outre cette irrésolution constitutive, la nouvelle vague de true crime reprend le plus souvent le classique récit de David contre Goliath, de l'homme ordinaire face au pouvoir, à l'engrenage implacable, voire kafkaïen, du système de justice qui n'est pas exempt d'inégalité, de bévues et de corruption. Le grand récit de la justice impartiale avec ses yeux bandés, son glaive et sa balance est regardé avec scepticisme. Le 15 septembre 2017, Netflix met en ligne son nouveau Making a Murderer, American Vandal. A priori, rien ne distingue la série des true crime précédents. Un crime a été commis, un coupable est désigné et plaide son innocence. Un groupe de justiciers amateurs entame une longue quête initiatique vers la vérité afin de confirmer ou d'infirmer la culpabilité du criminel allégué.
L'enquête est sérialisée. Pour mieux vous expliquer comment American Vandal se démarque de ses prédécesseurs, mais le titre a un peu vendu la chose, je vous présente sa bande-annonce. Alors, on voit donc que le crime n'est pas dans ce cas un meurtre, mais un acte de vandalisme. 27 graffitis de phallus rouges peints sur les véhicules du corps enseignant du Hanover High School, Oceanside, en Californie. Si le récit reprend tous les codes dictés par le genre en se présentant comme vrai, et j'avoue que pendant quelques minutes, j'ai vaguement douté, comme bien les spectateurs l'ont avoué par la suite, on est bel et bien face à une fiction. Point de true dans ce true crime, ce n'est pas un documentaire, mais un mockumentaire parodique. Une fiction, qui se réapproprie les codes et les conventions issues du spectre de la non-fiction, incluant les hybrides, par l'entremise de la parodie ou de la satire. Précisons toutefois rapidement que le mockumentaire n'est pas obligatoirement parodique. The Blair Witch Project n'est pas une parodie non plus que Cannibal Holocaust, mais je ne déclinerai pas aujourd'hui les sous-genres et les caractéristiques du mockumentaire, c'est comme ça. Donc, comme le true crime, le mockumentaire parodique est un genre florissant de la culture populaire contemporaine, exemple probant du postmodernisme théorisé par Frederick Jameson. De l'exemple de la BBC qui a présenté en 1957 un reportage sur une famille en Suisse qui faisait pousser son spaghetti dans un arbre, suit, pour n'en nommer qu'un échantillon, Zelig en 1983, Best in Show en 2000, This is Spinal Tap en 1984, évidemment, et plusieurs sitcoms, dont The Office ou Plus près de chez nous, Tout sur moi. Il y a un truc de bingo sur les séries québécoises. Outre l'humour et le divertissement, la fonction de ces mockumentaires est réflexive. Ils questionnent la valeur accordée aux images documentaires qu'on nous présente comme la réalité, mais qui sont, comme nous le rappelle le théoricien du documentaire Bill Nichols, une représentation faite à partir d'un point de vue précis et de multiples choix subjectifs. Le mockumentaire nous permet donc de réfléchir non seulement à ce qui nous est présenté, mais également de quelle manière on nous la présente, en nous rappelant à quel point la non-fiction est facile à simuler. Consacré comme phénomène culturel populaire important, le true crime ne pouvait échapper à sa parodie, et c'est ce que nous proposent avec American Vandal les créateurs Tony Yacenda et Dan Perrault, qui sont aussi derrière les parodies d'Honest Trailer diffusées sur la chaîne YouTube Screen Junkies. Donc, 8 épisodes de 30 minutes sur une blague phallique, le projet est audacieux. 2 minutes, oui, mais 4 heures. Là est un peu l'enjeu de la série. Est-ce que les codes du genre sont à ce point efficaces pour que le spectateur en vienne à s'intéresser aux crimes commis? En fait, est-ce que la série dépasse son statut de blague de pénis insoutenablement longue? Mon hypothèse est que oui, la série transcende la plaisanterie initiale pour présenter un récit métaréflexif, évidemment, à la fois captivant et critique dans un hommage au genre qui capture parfaitement son esthétique. L'intrigue est efficace et addictive. La série a d'ailleurs été celle qui a le plus visionné en rafale binge-watché sur Netflix en 2017. Mais elle est aussi un commentaire sur les enjeux éthiques du genre, son caractère infiniment construit, ce qui le rend addictif, l'impossible impartialité de la représentation documentaire, les enjeux de la participation toujours plus grande des fans, l'inatteignable vérité du passé et, évidemment, sur la frontière on ne peut plus poreuse entre fiction et réalité. American Vandal est donc un faux documentaire sérialisé fait par 2 étudiants de 15 ans qui veulent exonérer un de leurs camarades de classe, Dylan Maxwell, renvoyé de l'école peu avant sa graduation après ce qu'ils considèrent comme une enquête bâclée de la direction, essentiellement fondée sur des préjugés. À première vue, comme nous le présente le premier épisode, tout l'accuse. Dylan est un semeur de troubles reconnu pour son humour potache, il a une chaîne YouTube de plaisanterie de très mauvais goût et est reconnu par les étudiants et le corps enseignant comme un dessinateur de pénis chevronné. Or, Dylan clame haut et fort son innocence. Même si tout l'accable et qu'il ne peut fournir un alibi précis, les documentaristes remarquent que les verges de Dylan se distinguent de celles des graffitis sur les voitures. Chaque artiste a sa touche personnelle et celle de Dylan se retrouve dans les poils qui ornent systématiquement les testicules de ses dessins. Or, sur les voitures, les phallus sont tous exempts de poils. Et Dylan veut l'affirmer très sérieusement dans une entrevue à la caméra, jamais il n'oublie les poils. On est ici dans une balance parfaite entre l'absurde et la logique. L'analyse méticuleuse des documentaristes qui s'ensuit sur les inconsistances les plus puériles et banales du récit officiel est à la fois hilarante et captivante. Les alibis des étudiants, mais aussi des professeurs, sont dûment vérifiés. Les documentaristes en viennent même à s'auto-suspecter pour prouver l'impartialité et le sérieux de leur démarche. Rien ni personne n'est épargné dans la recherche de la vérité des détectives amateurs. On a donc droit à de multiples entrevues, des lignes du temps, une analyse balistique avec de la peinture en spray, une analyse linguistique enflammée pour déterminer si l'envoi d'un « A » par message texte avec 2 Y est une invitation sexuelle claire, des tableaux de liège avec des ficelles et une reconstitution 3D dramatique d'une stimulation manuelle des organes génitaux pour vérifier la crédibilité d'un témoin visuel du crime.
Les tropes de la construction de preuves et de vérité dans le true crime sont méticuleusement exploités et subvertis. Jusque dans les détails, American Vandal met tout en œuvre pour créer une impression d'authenticité. Même les défauts de la série renforcent son effet de réel. Les plans un peu ratés, le montage brut, les répétitions, les longueurs, c'est le produit plausible de deux étudiants de 15 ans qui ont des moyens limités. Les crédits d'ouverture n'utilisent pas le nom des acteurs, mais celui des personnages. La production est assurée par les étudiants Peter Maldonado et Sam Eklund en association avec le Hanover High School TV Department. Monsieur Baxter en est le producteur exécutif. Et Gabi, la seule du groupe à avoir un permis de conduire, est créditée comme chef des transports. Encore plus que dans Serial, les documentaristes narrateurs sont une partie intégrante de l'histoire. Produit de son époque, l'enquête présentée dans American Vandal se construit majoritairement à travers des sources issues de réseaux sociaux et de clips amateurs filmés par les étudiants. Les animations de conversations par texto, les posts Instagram, les vidéos verticales de cellulaire et les captures Snapchat font partie intégrante de la facture visuelle et s'intègrent organiquement au récit. Comme si on n'était pas déjà dans une surabondance de références, de citations, d'intertextes et de jeux génériques, à l'épisode 5, la série introduit une mise en abîme qui apporte une autre couche métaréflexive au récit. Le sujet n'est plus seulement le crime, mais devient la série elle-même. Les vidéos que nous écoutons sont diffusées sur une chaîne YouTube et vues par un public fictif, l'ensemble des étudiants et des professeurs du Hanover High School. Et comme Serial avant elle, la série devient virale avant sa résolution. Un fandom apparaît, les American Vandal, qui discutent âprement des théories sur les chaînes YouTube après la diffusion de chaque nouvel épisode et s'impliquent dans l'enquête. Un mot-clic devient même tendance sur Twitter, #WoodrewTheDix. Et les créateurs sont alors confrontés aux enjeux éthiques de leur démarche. La célébrité subite, l'exploitation de la vie privée des personnages, la divulgation d'informations sensibles qui n'ont rien à voir avec l'affaire, les nombreux impacts négatifs sur la vie des protagonistes. Apposer une grille fictionnelle à la réalité n'est jamais sans conséquence. Malgré les dommages collatéraux et grâce à l'omniprésence des médias sociaux et à cette compulsion contemporaine de documenter notre vie quotidienne, Dylan sera finalement innocenté. Une archive de la plateforme de diffusion de jeux vidéo en ligne Twitch prouve hors de tout doute qu'il n'a pu dessiner les phallus. C'est alors le retour de l'enfant prodigue. Dylan réintègre l'école et pourra graduer avec les autres. Alors qu'il n'était pas particulièrement apprécié de ses camarades avant la diffusion du documentaire, il est maintenant considéré comme un héros. Ça aurait pu se conclure ainsi, la justice triomphe, provoquant la cathartique rédemption du mauvais garçon qui voit maintenant devant lui un avenir rayonnant d'espoir et entame une vie adulte noble et productive, exempte de graffiti de phallus. Ce n'est pas le cas. Le 8e et dernier épisode marque un changement de ton dans la série et nous laisse avec une impression douce amère. En regardant le documentaire, Dylan découvre comment ses compères le perçoivent, un perdant, un idiot un peu pathétique, celui que la communauté a pointé du doigt sans hésiter après l'acte de vandalisme. Malgré ses quelques efforts, il ne parvient pas à devenir un élève modèle en quelques jours. Sa copine le laisse, il n'est pas accepté dans une université prestigieuse, il passe sa graduation seul, à fumer des joints et à boire, répétant à la caméra que les gens ne le connaissent pas. Retour du même, Dylan est arrêté par la police quelques jours après sa graduation pour avoir dessiné un pénis sur le véhicule d'une de ses professeurs. Il clame encore une fois son innocence, mais cette fois, le délit a été filmé. Quand le narrateur lui demande d'expliquer son geste, Dylan réplique qu'il lui est finalement plus facile de se conformer à l'image que les gens ont de lui. Si on pense qu'il est le délinquant sans futur de l'histoire, alors il le sera. C'est une des nombreuses forces de la série. On ne peut qu'être pris d'empathie face au personnage de Dylan, qui est confronté aux préjugés, à la recherche de son identité, qui est empêtré dans les stéréotypes et les récits qu'on lui a collés, et qui le reconduit par ailleurs sans arrêt. Car c'est peut-être la vraie question de la série, qui est vraiment Dylan? American Vandal, comme les séries qu'elle parodie, est un contrepoint de questions insolubles, un thème et variations autour des concepts fuyants de vérité, d'identité et de justice. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Comment? Est-ce qu'on pourra jamais vraiment le savoir? Qu'est-ce que le savoir? Comme le conclut notre documentariste étudiant dans les dernières minutes de la série, tout le monde cherche la vérité, c'est la nature humaine de vouloir des réponses, des explications sur les choses étranges qui se passent à travers le monde. Malheureusement, contrairement au roman policier dont le true crime tire sa structure, aucun discours final ne parvient à unifier les faits disparates et contradictoires du réel afin d'en faire un récit englobant et satisfaisant, sans aucune aspérité définitive. Pour conclure, si Dylan est innocent, mais qui est le coupable? Une fois encore, même si des hypothèses sont émises, on laisse le soin aux spectateurs de trancher, et pour ça, on peut aller passer des heures à consulter les nombreuses conversations sur Reddit consacrées à cette question lancinante. Qui a peint les pénis? Voilà, merci.